Classique. Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Le diable s'habille en GAFA, c'est Jacques Séguéla qui vous présentera donc chez Dimitri Pavlenko jeudi prochain ce nouveau livre qui est évidemment un réquisitoire donc contre les GAFA, édition Coup de gueule, et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Jacques et bienvenue. Bonjour. Dans une maison que vous aimez beaucoup. Et Mathieu Bock-Côté, donc qui est sociologue et professeur à l'université à la HEC Montréal, qui publie un livre très attendu qui s'appelle L'Empire du politiquement correct. D'ailleurs Mathieu, vous commencez ce livre en citant Kundera, c'est-à-dire au fond ce politiquement correct que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'une certaine manière le procès stalinien, il continue sans Staline, quoi. Oui, c'est une bonne manière bonne manière de dire les choses, c'est-à-dire cette logique du procès, cette idée qu'il ne s'agit pas de débattre avec un contradicteur, mais de le disqualifier moralement, ou encore de le psychiatriser, de l'expulser de l'espace public, de le transformer en infréquentable. Donc cette vieille manie qui nous vient du 20e siècle, enfin qui est antérieure, mais qui au 20e siècle a pris un visage assez terrifiant, se réinvente aujourd'hui sous le code du politiquement correct, à la manière d'une forme de progressisme radieux, souriant, mais qui est tout aussi intolérant dans cette... Tout opposant à la modernité aujourd'hui, qu'il s'agisse des gens qui s'opposent à l'Europe, qui s'opposent à l'évolution de la sexualité, qui s'opposent au code éthique, etc., ils sont présentés par les autres comme des scandales moraux et non pas comme des opposants. Voilà, c'est-à-dire que le désaccord politique se transforme en scandale moral. La formule est celle-là, donc ce qui fait en sorte, on le voit avec l'utilisation du mot phobe systématiquement. Qu'est-ce qu'une phobie? C'est un dérèglement psychique, ça relève de la psychiatrie. Or, si vous avez devant vous non pas un eurosceptique ou un souverainiste, mais un europhobe, si vous avez devant vous non pas un critique, un islamophobe, un critique du multiculturalisme, non, un xénophobe, non pas un critique de la théorie du genre, mais un transphobe, eh bien, si vous êtes chaque fois devant des phobes, un phobe, vous le soignez, vous l'envoyez chez le psychiatre, vous le rééduquez, vous l'intégrez pas à la conversation civique. Le problème étant que des catégories de plus en plus importantes de la population sont chassées de l'espace public parce qu'elles sont phobisées, justement. Et moi, je m'inquiète beaucoup d'une démocratie. C'est ça la naissance du populisme. C'est des gens qui se regroupent justement à l'extérieur, au fond d'un monde intellectuel, qui croient encore à un progrès, ou qui croient que le progrès est une idéologie. Oui, en fait, qui croient que un certain progrès, un certain sens de l'histoire est obligatoire et il n'est pas permis d'en douter. Alors, qu'est-ce que le populisme à partir de là? C'est l'insurrection maladroite, souvent tonitruante, souvent malheureuse, mais néanmoins légitime quelquefois, d'un malaise devant cette espèce de société reconstruite contre la volonté non seulement majoritaire, mais populaire, tout simplement. Il y a une chose qui est importante, et Jacques connaît bien, il va réagir à ça, c'est le rôle que nous jouons, nous. C'est-à-dire que vous avez deux camps, au fond. D'un côté, les progressistes, de l'autre côté, donc les populistes, et c'est d'ailleurs un combat que met en scène le président de la République, d'une certaine manière, dans le cadre des élections européennes. Et les médias, ils prennent ceux qui, au fond, sont désignés comme coupables dans un camp ou dans l'autre, et ils les fusillent. Oui, et puis il y a eu tout un vocabulaire... c'est moi, d'ailleurs, qui se fait... mais il y a un vocabulaire intéressant à travers ça. Moi, une de mes notions qui me fascine, c'est la notion de dérapage. C'est-à-dire, on va nous dire, il y a, autrement dit, un couloir, un corridor dans lequel on doit se tenir. Et ensuite, il y a ceux qui s'éloignent du corridor de la pensée correcte, donc ils se font connaître une contravention idéologique pour dérapage. Vous évoquez, par exemple, le cas d'Alain Finkielkraut. Finkielkraut, on pourrait en nommer bien d'autres. Ça existe chez vous comme ça existe chez nous aussi, soit dit en passant. C'est un phénomène qui est présent partout en Occident. Et ce qui est inquiétant à travers cette notion de dérapage, c'est que ça présuppose la notion de pensée correcte. Autrement dit, soit vous pensez correct et vous êtes dans l'espèce de consensus qui se félicite lui-même d'être dans l'esprit du temps et l'esprit du progrès, ou alors vous êtes transformé en infréquentable ou en individu inquiétant, en polémiste querelleur. Tout un vocabulaire est là pour disqualifier les contradicteurs. Est-ce que tout ça est né aux États-Unis, dans les universités? C'est le point de vue de Peter Sloterdijk, que vous connaissez, qui est ce grand philosophe, qui considère qu'au fond, tout est né dans les universités américaines, du côté des minorités, et que c'est un vent qui nous vient d'un pays que vous connaissez bien, parce qu'il est à 1 heure de chez vous. Oui, alors ça nous vient effectivement de cette culture qui, dans les années 80, au nom de l'émancipation des minorités, on pouvait comprendre, s'est transformée en diabolisation de la majorité et en sacralisation de tout ce qui vient des minorités, même quand c'est délirant. Et ça, on le voit bien. Je vais vous donner l'exemple qui me fascine, c'est jusqu'à la négation aujourd'hui de la différence homme-femme. Je veux dire, aujourd'hui, qui affirme qu'un homme n'est pas une femme n'est pas un homme, risque de passer pour dangereusement réactionnaire dans l'université américaine. Alors que qui adhère à la théorie du genre dans ses expressions les plus radicales, donc non seulement LGBT, mais Q, I,
plus 2, et puis on va recomposer l'alphabet au grand complet, lui passera pour un individu hautement éclairé et sophistiqué. Et affirmer, par exemple, que il est normal qu'entre les pays, il y ait des frontières, que l'immigration peut être acceptée pour peu qu'elle ne soit pas massive et qu'elle s'intègre au pays d'accueil, qu'un homme n'est pas une femme. Toutes ces notions élémentaires passent aujourd'hui pour des provocations réactionnaires. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est lorsqu'on nomme le réel réaction, eh bien, il prendra un jour le visage de la réaction. Et c'est ce qui est inquiétant. Vous avez vu l'enthousiasme de Mathieu Bock-Côté, mon cher Jacques, vous avez l'air tétanisé. Quel bonheur, j'aime ça. Les Québécois, oui, c'est vrai que le politiquement correct, c'est une horreur. Oui, moi je crois que on arrive dans ce que j'appelle la troisième révolution, après la révolution marchande du 19e siècle, industrielle du 20e, la révolution infostrielle. C'est l'information qui a pris le pouvoir, et surtout les outils d'information, et d'abord cette saloperie du net, et des réseaux sociaux, ces torrents de boue des réseaux sociaux qui font que on est passé plutôt d'un certain apaisement vers la deuxième partie du XXe siècle, à la colère, et maintenant la colère se transforme en haine, et la France devient un pays de haine. Ce ne sont que des tuyaux qui font que relayer quelque chose qui existe. Non, ce sont des tuyaux qui aiment plus le sale que le clair. Et il a tout à fait raison. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait l'audience? Eh ben, c'est toujours pareil, les trains qui cassent la gueule, pas les trains qui arrivent à l'heure. Et donc, et comme il y a une multiplication par 1000, par 10 000 de la rapidité de l'information, parce que finalement, on est dans la troisième dimension de l'information, qui est finalement ce que l'avion a été à la voiture et ce que l'atome a été à l'électricité. C'est un bond en avant technologique tellement spectaculaire qui draine tout. Et c'est ce qui fait que ça attise les violences, ça attise les oppositions, et ça finit, comme vous le dites si bien, par tuer le raisonnement, et tuer la logique. On va parler de Bernard Tapie, que vous connaissez bien, que vous avez accueilli lorsqu'il est sorti de la prison des Baumettes à Marseille. Mathieu Bock-Côté, je reprends l'exemple de Söderling qui dit qu'au fond, l'Europe d'aujourd'hui est une sorte de palais de cristal culturel. C'est-à-dire que, au fond, ceux qui sont non pas au bas, mais qui sont entre les classes moyennes et le bas de l'échelle sociale, ils ont deux peurs. Un, d'être déclassés, d'où cette image du palais de cristal, et deux, d'être au fond poussés de chez eux par l'immigration. Non, ben c'est la peur de devenir étranger chez soi. Et on a l'habitude de la réduire, cette peur, à une forme de xénophobie ou de racisme. Or, devant l'immigration... Parce qu'on va vous taxer, effectivement, de réactionnaire total. Ah, ben oui, ces étiquettes, elles sont toxiques. Je vais vous faire le coup du politiquement correct. Oui, mais alors... Bock-Côté, répondez. Mais alors, est-ce que vous êtes un réac terrible? Non, je crois être un conservateur modéré. Mais je m'explique, la notion de réac, c'est formidable. Le réactionnaire, à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est contre la modernité, qui refuse d'entrer dans la modernité. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le réac? C'est celui qui refuse d'applaudir la nouvelle innovation sociétale. Ou c'est celui qui refuse l'abolition des derniers morceaux de frontières. Eh bien, je m'excuse, mais ce terme ne veut plus rien dire. Et pour ce qui est de l'immigration, Laurent Bouvet a frappé la formule d'insécurité culturelle. On pourrait en trouver d'autres, mais ça nomme ce sentiment légitime, cette peur de devenir étranger chez soi. Et lorsqu'on explique trop souvent, avec ça, c'est le multiculturalisme. Le multiculturalisme qui inverse le devoir d'intégration. Ce n'est plus au nouvel arrivant de prendre le pli du pays d'accueil, c'est la société d'accueil qui doit se transformer pour accommoder la diversité. Eh bien, ça crée cette inquiétude. Et quand on traite la population, on traite le peuple de raciste ou de xénophobe parce qu'il s'inquiète de devenir étranger chez lui, on radicalise cette inquiétude et on pousse au conflit social. Vous parlez de Mathieu Ricoeur, qui a été donc le professeur, ou en tout cas l'inspirateur d'une grande partie de ce qu'a été Emmanuel Macron, jeune homme. Alors, il est de quel côté, Macron? Parce que vous citez Ricoeur, il dit Ricoeur, je cite de mémoire, Mathieu, et si je me trompe, vous pouvez me coller une claque. Il dit au fond, un pays, c'est d'abord et avant tout des valeurs. Donc on a l'impression que Ricoeur est de votre côté, et on a aussi l'impression que d'une certaine manière, la majorité de Macron est peut-être de l'autre côté. Donc alors, Macron, il est qui? Il est dans quel camp? Alors, j'aurais pas la prétention de m'approprier Ricoeur, tout comme je crois que Emmanuel Macron ne devrait pas le faire. On est devant une philosophie absolument remarquable qui se laisse pas réduire à quelques pensées politiques que ce soit. Cela dit, dans le cas de Macron, c'est un homme d'une intelligence indéniable, d'une culture véritable, mais là où il m'inquiète, c'est lorsqu'il décide de dire les Européennes qui s'en viennent, c'est d'un côté l'empire du bien, le camp progressiste, le camp de la lumière qui vient, et de l'autre côté les infréquentables, les sales, les pas beaux, les méchants populistes. Eh bien, quand on présente le débat politique comme les gentils contre les méchants, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, eh bien, c'est plus un débat politique, c'est une croisade. C'est plus un débat politique. Vous installez Radio Classique, vous, parce que je trouve en grande forme. Ah non, ça va très bien. Je reste chez moi, mais c'est un grand plaisir d'être invité chez vous. Ils ont du talent, nos cousins canadiens. Mais je le redis, oui, québécois, la distinction est essentielle. Mais je le redis, donc quand on décide... Pas Canada, je ne pense que Canada français, moi. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, c'est accepté avec plaisir. Mais je le redis,
quand on décide d'expulser ses adversaires du camp de la discussion rationnelle, quand on dit j'ai le monopole de la vérité, vous êtes l'erreur, eh bien c'est plus la démocratie, c'est une volonté d'en finir avec un ennemi que l'on considère irréconciliable avec le débat, avec la modernité, avec la liberté. Un mot, parce que Jacques va conclure évidemment. Vous parlez de la droite décomplexée. Vous dites que le problème de la droite décomplexée qui s'est avancée à plusieurs reprises en France, c'est qu'elle est tellement décomplexée qu'elle essaye de se différencier sur le plan culturel, mais elle ne revient sur rien de ce qu'a fait la gauche, car au fond, elle a culpabilisé par rapport à la gauche sur le plan culturel. Mais Jacques, le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est surtout de ne pas tomber dans la caricature que vous avez annoncée. Je pense pas d'ailleurs qu'il résume la campagne à ça, mais c'est qu'il faut absolument qu'il arrive à l'apaisement. Il a été sur Sarkozy concernant Victor Orban. Oui, il faut absolument qu'il arrive à l'apaisement et qu'il arrive à la conciliation des Français. Sinon, il n'y aura plus de France. Question, Jacques, vous connaissez bien Bernard Tapie. Ce réquisitoire a dû l'ébranler car il est extrêmement violent à tout point de vue. C'est pas le Crédit Lyonnais qui a escroqué Bernard Tapie, c'est Bernard Tapie qui a escroqué le Crédit Lyonnais. Quant à la tentative de conciliation qui lui a rapporté en gros 400 millions d'euros, c'est une escroquerie. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Bon, évidemment, il a pris un choc. On connaît Bernard Tapie. Quand il y a choc, il y a colère. Mais la colère ne dure pas. Après, le fighter reprend le dessus. Ce qui est sûr quand même, c'est que il y a 4 heures de réquisitoire qui devient presque caricature. Vous êtes son ami, alors que beaucoup de gens ils vont considérer que c'est un point de vue partial. Oui, bien sûr. Quand même, l'ensemble de la presse déjà ce matin commence à dire qu'il y a eu 4 heures de réquisitoire à charge, voire caricatural. Ils s'y sont mis à 2. C'est même le point de vue de Stéphane Durand-Soufflant dans Le Figaro. Et en France, on ne condamne pas sur des présomptions. Donc maintenant, la parole est à la défense. Mais il y a 2 poids et 2 mesures. Quand on voit que Christine Lagarde est blanchie, et que Stéphane qui était qui était son collaborateur, lui est condamné à la prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit que le Crédit Lyonnais a été condamné à 1 milliard d'amende aux États-Unis et qu'en France il est blanchi, on se dit que quand même il y a quelque chose de politique dans tout ça. Et j'en reviens d'ailleurs à votre définition du bien et du mal. On a l'impression que les forces du mal s'en prennent à tout le monde et à tout ce qui les passe. Vous avez vu que dans le réquisitoire, il est aussi question d'un fonds politique. C'est-à-dire que le réquisitoire dit au fond, c'est Nicolas Sarkozy devrait être là. Parce que la façon dont cet arbitrage a été fait, bien qu'il passe par Monsieur Estoupe, qui lui aussi a été condamné à 92 ans, c'est aussi une affaire politique. C'est-à-dire, en gros, il dit, je simplifie, dans cette affaire Tapie, mais la gauche a fait la fortune de Tapie, la droite a voulu le sortir de l'impasse, et c'est François Hollande qui l'a flingué, même si ça passe par les magistrats. Oui, tout ça est vrai, mais enfin, Nicolas Sarkozy, il est ex-président, heureux de l'être, pas de raison de le mêler à toutes les sauces, il a jamais été en première ligne dans ce truc-là, on n'a jamais pu prouver la moindre chose. Finalement, un jugement, c'est des preuves. Il faut qu'il y ait preuve. Il n'y a pas de preuve. Quand il y a 0 preuve, je suis désolé, on ferme sa gueule. Et je pense qu'il y aura un mouvement populaire pour Bernard Tapie, parce qu'il est très aimé. On n'en voit pas en tôle un homme comme Bernard Tapie, avec tout ce qu'il représente, et qui est dans une phase très avancée d'un cancer. Ça, c'est insupportable. De toute façon, la décision sera prise dans plusieurs semaines. Les avocats interviennent ce matin. Le livre s'appelle Le diable s'habille en GAFA. On va en parler jeudi, puisque vous serez longuement à 7h15 d'inviter Jacques de Dimitri Pavlenko. Dernier mot avec vous, Mathieu Bock-Côté. Est-ce que Tapie, ça évoque quelque chose au Québec, près du Saint-Laurent? C'est une figure lointaine. On sait qu'il existe, je crois. C'est appelons ça un héritage de la Mitterrandie. On sait que c'était un personnage qui fut populaire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'est plus exactement sur le radar lorsque les Québécois regardent la France. S'il nous écoute, il va s'en flaquer une. Heureusement, vous me protégerez. Le livre s'appelle donc, le livre de Mathieu Bock-Côté s'appelle L'Empire du politiquement correct. On a essayé évidemment de démarrer avec Kundera, mais la réflexion est profonde et aborde tous les sujets d'un thème qui est fondamental puisqu'il régit une grande partie de la vie publique aujourd'hui, à tort malheureusement. Il est 8h57. Merci Mathieu, merci Jacques. On se retrouve dans un instant.